They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! James on the drive. Anthony for three. Puts it in. Durant. You can't keep jumping that high, man. Says who? Bryant for the win. La vie est remplie d'obstacles et pour les surmonter, il faut se battre. Evan Fournier ne vous dira pas le contraire. Depuis le début de la saison, le Français passe son temps à cirer le banc des Knicks et malgré son temps de jeu quasi néant, Evan veut rester à New York. Après tout, c'est bien connu, quand on aime, on ne compte pas. Ce qui compte pour Marshall Glickman, le nouveau PDG de l'Euroleague, c'est d'en faire une ligue de joueurs. Copier le modèle NBA pour se développer davantage, d'accord ou pas d'accord? Duel à venir entre nos hypers. Les duels, on aime ça en NBA. Depuis toujours, les rivalités historiques entre certaines franchises nous font vibrer. Mais existent-elles toujours? On y répond dans le débat. Pour les Nets, plus de débat, ils sont bel et bien là. Du déclin au déclic, il n'y a qu'un pas. Kyrie Irving est en état de grâce et Brooklyn est dans la place. Hype, épisode 15, saison 2. Nouvelle semaine hype sur Sport en France. On est ravis de vous retrouver dans votre rendez-vous hebdomadaire, les vendredis, les mardis même d'ailleurs, à 23h. N'hésitez plus maintenant à en parler autour de vous. On va accueillir une grosse équipe pour parler d'un gros programme cette semaine. Et un homme toujours bien vêtu, Drills d'ailleurs. Et oui, aujourd'hui. Je pars au Togo dans 2 jours, donc il fallait mettre à l'honneur le projet. Donc je porte la veste. Bon, bah tu nous compteras ça quand tu rentreras. Avec plaisir. Mélissa, sa première de l'année 2023 avec nous, comeback, bienvenue. Merci beaucoup. Et Fred Weiss, toujours aussi prêt quand il s'agit de toujours aussi imposant. Imposant, avec un gros t-shirt, la Oui, j'ai remarqué d'ailleurs quand tu as dit une grosse équipe, c'est moi que tu as regardé. Hein. Je ne sais pas comment je dois le prendre, mais merci beaucoup. Bon, merci en tout cas d'être là. Pas de Skype. Et nos amis américains qu'on laisse un petit peu en load management de repos, on les retrouvera bien sûr très vite. Ils sont sur tous les fronts, on va les laisser se reposer. Et puis on va surtout nous lancer notre première chronique de l'émission, le hype ou pas hype. Allez, la rubrique news de l'émission, la première concerne le All-Star Game. On en parlait la semaine dernière. On connaît le nom des starters, donc des joueurs qui vont démarrer, débuter. Starter, quoi, du coup. Exactement. Merci de la traduction. L'émission va être longue. Si on a un traducteur, je parle, le traducteur, ça va être long. Donc les starters, on va vous les nommer tout de suite. On attend l'infographie de notre chef d'édition, Lucien. On a donc Kevin Durant qui sera All-Star cette année pour la 13e fois. Kyrie Irving pour la 8e fois. Giannis Antetokounmpo pour la 7e sélection. Donovan Mitchell 4 et Jason Tatum 4. Donc ça, c'est pour l'Est des États-Unis et du côté Ouest. Stephen Curry pour la 9e fois. Zion Williamson 2e et surtout une première, je crois, en tant que starter. Oui. Et LeBron James 19 sélections All-Star pour LeBron James et tous en starter. Il égale un certain Karim Abdul-Jabbar, Nikola Jokic pour 5 et Luka Doncic donc pour 4 sélections All-Star. Belle brochette quand même. Il y a quand même, c'est même plus du lourd là c'est stratosphérique, c'est du level Avengers, Thanos pour ceux qui comprennent la référence. On rappelle peut-être un peu le système de sélection et la répartition surtout des voix. 50% des voix sont attribuées aux fans, 25% aux joueurs et 25% aux médias. Donc les médias américains et même du monde entier, puisque certains confrères votaient aussi en France. Les joueurs votent et donc les fans également votent. Donc ça donne le 5 que vous venez de voir. La répartition à front courte, back courte, donc les arrières et on va dire les plus grands, intérieurs et ailiers. Il n'y a plus de position pure, il n'y a plus meneur, arrière, ailier et autres. Maintenant, ils ont un peu regroupé les extérieurs et les intérieurs. Il y a un nom qui manque à l'appel. On a mis ça de côté, c'est Joel Embiid, le futur français, peut-être français, qui n'est pas donc sélectionné dans le 5 de l'Est. Question un peu collégiale à vous, on va commencer par Mélissa. Est-ce que l'absence de Joel Embiid en tant que starter, All-Star, te surprend ? Un petit peu, même si on a souvent l'habitude qu'il puisse y être. Pour moi, il est légitime. Honnêtement, on ne va pas se mentir. Embiid, c'est pas aujourd'hui, c'est pas hier, c'est quand même il est constant dans ses performances. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas mettre de côté aujourd'hui en NBA. Après, c'est se dire à la place de qui. C'est juste là la question, mais honnêtement, il mérite sa place. Il mérite
s'il devait starter aujourd'hui, ça serait pas entre guillemets un flop, ça serait légitime par rapport aux performances. On va justement lancer quelques stats. Hein. Tu parlais de la légitimité de Joel Embiid. Il fait un match contre le double MVP en titre, Nikola Jokic, récemment, et les stats s'affichent. 47 points, 18 sur 31 au tir, 5 passes, 18 rebonds face à Nikola Jokic. Il est légitime. Légitime. Comment on explique, messieurs et Fred, peut-être son absence? On sait qu'on l'a dit, hein, les médias votent, les fans et les joueurs. Est-ce que ça en dit long un peu sur ce qu'il représente au sein même de sa corporation qu'est la NBA? Non, je pense que c'est déjà compliqué le système de vote. Le front court, back court, c'est un peu compliqué. On n'a pas envie de voir ça, on a envie de voir les meilleurs joueurs sur le terrain. Je pense que je ne me trompe pas si je dis que c'est la première fois que le meilleur marqueur de la NBA n'y est pas. Et ça, c'est quand même plutôt choquant. Je suis désolé, moi, j'ai rien contre Kyrie Irving ni Donovan Mitchell, mais je préfère voir un Embiid qui me paraît plus légitime, alors Kyrie Irving, c'est un magnifique joueur, surtout quand il ne parle pas. Et Donovan Mitchell, je suis désolé, pour moi, c'est quand même un ton en dessous en termes de superstar avec Embiid. Je ne sais pas si le choix est judicieux. Ensuite, après, moi, les fans, pour moi, leur pourcentage est trop important. Ouais. Je pense qu'on leur donne trop de poids. 33 pour que ça soit plus équilibré, pour qu'il y ait plus de chances pour tout le monde. Parce que pour les joueurs, il est 3e. Donc pour les joueurs, il est dans ces 3 qui doivent faire partie du 5 majeur. Pour les médias, il est 3e. Et finalement, il est 4e pour les fans. Et ça compte pour beaucoup. Ouais. Angelo. Complètement. Je dirais même 33 et 34 pour les joueurs. Okay. Et sur cette notion de répartition back-court, fond-court, est-ce que c'est pas ça qui le pénalise un petit peu quand on voit qu'à l'Est, il n'y a pas de poste 5 avec Kyrie, Kevin Durant, Giannis, Donovan et Jason Tatum. Il y a eu une pénurie de pivots pendant une certaine période. Et donc, pour ne pas en fait, se retrouver dans une configuration où on a des pivots qui ne méritent pas d'être All-Star ou qui ne méritent pas d'être starters au moins et qui se retrouvent dans le 5 de départ parce qu'on fait par position, ils ont remodulé un peu la chose en permettant justement d'avoir les meilleurs joueurs sur le terrain. Et en fait, quelque part, tu as le revers de la médaille qui maintenant se produit. Il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas de bon équilibre. Non, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Parce que admettons qu'il y ait 5 pivots qui deviennent majeurs et qu'ils soient élus les 5 pivots, ça veut dire que tu commenceras avec 5 pivots. C'est ça. C'est quoi l'intérêt du jeu? Donc c'est ça. Et donc ils ont essayé de faire au mieux. Et malheureusement, c'est Joel Embiid qui en pâtit parce que les 3 qui sont devant lui, Giannis, Durant et Tatum, à sa position entre guillemets, ils sont légitimes aussi. Quoi. Parce que tu imagines, tu sors Kyrie du 5. T'as pas un seul vrai créateur. Mais dans ce que Fred dit, il est légitime sur le fait de dire qu'aujourd'hui on met Mitchell avant. On peut récompenser par rapport à la saison qu'il est en train de faire, c'est sûr, mais d'enlever Embiid, là, je trouve que c'était injuste. Et il a raison sur le fait de dire quand même on donne beaucoup trop de votes. Enfin, le pourcentage de votes pour les fans, c'est trop élevé. C'est beaucoup trop. Ce qui est important, c'est qu'il finit les matchs. Hein. Et pour moi, tu vois, le starter, on lui donne. Pas forcément. Parce mais dans la culture du basket, je sais que c'est le All-Star Game. Et pour le joueur, on sait qu'on a des bonus quand on commence aussi, par rapport à des contrats aussi. On comprend. Démarrer le All-Star Game, ça peut apporter c'est le coup quelque dur. chose. Moi, je pense que c'est le coup dur. Surtout quand tu finis tes meilleurs marqueurs de la NBA. La logique voudrait, en plus il marche sur tout le monde, tu l'as dit, sur Jokic, etc. Pour moi, ça en dit long un peu sur ce qu'il représente, fans, joueurs. Et pour la première fois, les médias, je trouve qu'ils ont été assez justes dans ce qu'ils ont quand même. Dans ce qu'ils ont dit, c'est ça nonchalance, c'est payé. Voilà. C'est-à-dire que moi, à titre personnel, et tu sais que j'ai souvent intervenu au sujet d'Embiid, qui pas me déçoit par rapport à son talent, qui me laisse sur ma faim en fait, parce que je le trouve parfois un peu très long à se relever, long à revenir en défense. Moi, toute ma vie, j'aurais rêvé d'être un pleurnicheur à 33,8 points de moyenne. Non, mais tu vois, c'est ça le paradoxe. Un mot sur un autre oublié, excusez-moi, je reprends. Vous êtes très bavard aujourd'hui. On va être du côté de la conférence Ouest. On en parlait en off avec Mélissa. Ja Morant n'est pas dans le 5. Ja Morant, qui a aujourd'hui une chaussure à son nom, avec un sponsor bien connu, arrive, je crois, 3e des guards. Donc il est derrière Steph, derrière Luka Doncic. Est-ce que t'es surprise de Surprise, non, parce que les joueurs qui sont là le méritent tout autant. Oui. Mais par rapport aux performances même plus, je suis tout à fait d'accord. Mais par rapport aux performances et à ce qu'il est en train de produire, pareil, c'est te concentre parce que je trouve que c'est ça qui est important. Les joueurs, c'est Steph Curry et Luka Doncic. Voilà, on peut avoir une saison où on brille plus ou moins, mais là, il est en train vraiment de donner une dynamique assez nouvelle. C'est la nouvelle image. C'est hyper funky, là, c'est hyper. Sauf que dans les votes, les deux devant sont devant. Par contre, moi, on n'a pas parlé de Jaylen Brown. Je suis désolé, moi je préfère Jaylen Brown Mitchell par exemple que Mitchell par exemple. Je suis d'accord. Tout à fait d'accord aussi. Une conséquence peut-être du vote des fans. Exactement. Avançons, les remplaçants seront nommés jeudi prochain. Juste pour vous, en un mot, quel joueur doit absolument être sur le banc de chaque conférence? On va pas aller sur tous les joueurs. Je mettrais Embiid peut-être, mais j'hésite. Bon, ça c'est sûr. Est-ce que Fred, Angelo?
Jaylen Brown, il doit être récompensé, il est monstrueux et il est absolument indissociable. Ce binôme-là de Boston qui les mène en tête, donc il y sera. Un joueur peut-être border, on parlait de Shai Gilgeous-Alexander. Est-ce qu'il faut absolument qu'il s'assoie sur le banc de l'Ouest? Il le mérite. Il mérite une place. Il le mérite. Je défends les big men. Markkanen et Sabonis, pour moi, ils méritent aussi. Et j'adorerais les avoir. Alors, je ne sais pas s'ils sont border, je pense qu'ils sont plutôt bien placés. Oui, ils sont bien. Mais quand même, j'aimerais bien les voir. Les nouveaux stars de non, il mérite. Alexander mérite. Ouais, et puis même tu vois, il y a beaucoup de joueurs cette année parce que le vrai problème à Liberton, tu as De'Aaron Fox qui mérite. Et ce qui se passe, c'est que tu as des équipes comme Sacramento qui surperforment vis-à-vis des attentes en préambule de la saison. Et derrière, tu as une telle homogénéité au sein de la ligue où tu as énormément d'équipes qui se jouent à 1 ou 2 matchs et tu as beaucoup d'individualités très très fortes qui performent, qui ont des superbes statistiques, des joueurs qui surprennent, qui ont fait une vraie progression et qui ont une légitimité dans leur prétention de All-Star. Et j'ai peut-être envie de dire que c'est pour les réserves, c'est peut-être l'année la plus compliquée pour élire. Il y a toujours, tu sais, pour le 11e, 12e homme, il y a toujours 3-4 candidats. Dense. Mais là, tu as une quinzaine de mecs par conférence qui peuvent quand même... Ouais, c'est vrai, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Mais le problème, c'est que je trouve que c'est pour le statut. Bon, on va attendre. Pour moi, c'est Damian Lillard. Damian Lillard, il est automatique. Attendons jeudi, on en parlera sûrement la semaine prochaine ensemble. On va continuer notre émission et puis on va s'arrêter sur les Français de NBA, mais pas que, dans le French Corner. Allez, c'est parti pour le French Corner. Avant d'aller du côté des États-Unis et de la NBA, on va s'arrêter sur un événement malheureux qui a eu lieu sur les terrains de basket en France et du côté de Charleville, puisque le Français Loïc Akono a été victime d'insultes racistes et ça a fait parler. Il s'est fait même un peu, pas justice lui-même, il a été discuté un peu avec les arbitres et avec la personne en question. On sait que c'est entre les mains maintenant du syndicat national des basketteurs et de la Fédération française de basket, puisqu'une enquête a été ouverte pour problème de discipline. On va parler et élargir peut-être un peu l'angle du racisme dans le sport à travers cet exemple malheureux. On sait que ça existe dans le foot, on a déjà beaucoup entendu parler. Dans le basket, peut-être un peu moins. Est-ce que vous pensez que la prise de position et l'action de Loïc peut servir justement à mettre en lumière cette cause et à peut-être garantir que ça ne se reproduise peut-être plus sur les terrains de sport? Go ahead, baby. Appreciate it. On en a un petit peu discuté avec le groupe là. Personnellement, moi, j'aimerais dire ce qui s'est passé. Bien évidemment, ça ne devrait pas exister le racisme aujourd'hui, mais ça a toujours été là. Et je pense que demain, ça sera toujours là, d'une façon ou d'une autre. Maintenant, il y a la manière d'agir et la manière de fonctionner. Ce que Loïc il fait, entre guillemets, il subit quelque chose qui est entre guillemets choquant, parce que ça ne devrait pas, en 2023, on ne devrait pas en être là. Maintenant, se sortir de son match, d'aller dans les vestiaires, de quitter le terrain, ça c'est un message, que ce soit pour Loïc, mais que ce soit pour ses coéquipiers et pour tout le basket aujourd'hui, pour tous les sports co. Quand quelque chose comme ça, qui est entre guillemets plus ou moins inacceptable, si on parle du racisme, parce que ça ne concerne pas qu'une question de blanc ou de noir, mais le racisme peut exister sous plusieurs formes, il faut que lorsque une personne veut se lever, il faut que ça soit collectif. On est dans un sport co, si quelque chose comme ça se passe, la réaction à avoir, c'est pas d'essayer d'aller avoir une conversation directe. Pour que ça ait un impact. Pour que ça puisse avoir un impact, il faut que ça soit fait intelligemment. Intelligemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, en tant qu'athlète aujourd'hui, et je parle surtout pour lui qui est un joueur professionnel, on ne doit jamais oublier qu'on est des sportifs professionnels avant d'être humains, malheureusement de le dire. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, ça a beaucoup plus d'impact. Alors, être intelligent dans le sens où ne pas se punir tout seul et de sortir et de dire je prends la parole et là, j'accuse, mais que ça puisse être collectif, d'aller parler à tes coéquipiers. Après, est-ce que c'est la faute de Loïc si il n'est pas suivi instantanément, parce qu'on parle de l'instantanéité un peu de la réaction, tu vois. Mais c'est pour ça que je dis avoir ce self-control, tu vois, et d'avoir ce truc, si tu veux que tout le monde, et ça se fédérer, il faut que ça soit pris par tout le monde. Et là, bien évidemment, l'arbitre, quand il en parle à l'arbitre, la réaction de l'arbitre, là je laisserai à mes collègues de parler, mais je pense que quelque chose comme ça devrait être, c'est l'équipe qui devait quitter le terrain, et non pas que Loïc. La réaction de Loïc sur Twitter après le match, je n'arrive pas à me rendre compte que je me suis fait insulter de singe. Cela me fait mal au plus profond de moi-même. Voilà, donc on est dans un contexte
Loïc Akono, ancien pro, passé par Nanterre, Boulogne-sur-Mer. Je crois que ça parle aussi à Angelo et qui évolue en NM2 du côté de Metz aujourd'hui. Écoutez, moi je peux en parler de manière privilégiée. Loïc, c'est un ami. On a joué 2 ans ensemble, on se connaît depuis très longtemps. On a partagé des grands moments, dont un titre de champion de France historique à Boulogne-sur-Mer. Loïc, c'est un joueur extrêmement plaisant au quotidien. C'est un vrai professionnel, c'est un travailleur. Un joueur qui a laissé des traces extrêmement positives dans chaque club par lesquels il est passé. Donc moi, la réaction, je pense qu'il a réagi intelligemment, de par déjà le fait qu'il ait gardé son self-control et qu'il ne soit pas allé dans les tribunes mettre 2 tartes à l'autre Anne Batté là. Le vrai problème pour moi, et on attend bien sûr la suite de l'enquête, sa réaction, pour moi, elle est à 2000% justifiée si il est avéré que l'arbitre a bel et bien entendu, tel qu'il l'a dit, l'insulte. Si l'arbitre a entendu l'insulte, que Loïc lui communique le fait qu'il ait entendu l'insulte et que l'arbitre lui ait dit « non mais reste dans ton jeu, sinon c'est toi qui vas être pénalisé » et qu'il prenne la décision de dire « je me fais insulter, je souffre de racisme » et personne, dont l'arbitre qui lui a le pouvoir ou d'arrêter le match ou de virer une personne ou autre, et en plus il faut savoir que c'est dans le code pénal. C'est dans le code pénal. Dans toute enceinte sportive, s'il y a racisme émanant des tribunes, on vire les... A priori, l'arbitre aurait dit à Loïc que s'il sortait du terrain, il serait amendable d'une technique, etc. Non, s'il continuait à interagir avec le public et s'il allait échanger directement avec le public, que ça allait se retourner contre lui. Mais ce que Loïc a dit également, c'est que l'arbitre a dit « j'ai entendu ce qui a été dit, mais reste dans ton match ». Bon, on va attendre les résultats de l'enquête pour savoir. Tel est le cas. Je donne la main à Fred, après je reviens vers vous et puis on en finira. Moi, je respecte Loïc, parce qu'effectivement, moi, je lui ai pété la gueule, sans réfléchir. Et lui, il a eu cette intelligence de prendre sur lui et d'essayer de discuter. Alors déjà, je respecte ça. Ensuite, si j'en veux à quelqu'un, j'en veux à 2 personnes ou entités. Une entité, c'est l'arbitre. Si effectivement il a entendu, il doit respecter la règle. La règle, elle est super simple. Tu vas voir le chef de salle, tu fais virer le mec, parce que finalement, le seul qui est sanctionné dans ce match, c'est Loïc. Exactement. Alors que lui, il n'a rien fait et c'est lui qui est sanctionné. Pour le moment. Oui, mais malheureusement, quoi qu'il arrive, il sera sanctionné, Loïc, parce qu'il n'a pas fini le match. Donc, quoi qu'il arrive, il est sanctionné. Il n'est pas sur le terrain. Son métier, c'est de travailler. Le fait de sortir du terrain, c'est une sanction. Son équipe gagne, mais dans l'absolu... Exactement. Et moi, la deuxième entité avec laquelle j'ai un problème, c'est son équipe. Ouais. Moi, j'ai mon pote dans mon équipe qui se fait insulter comme ça. Je sors. Si l'arbitre ne fait rien, mais on sort tous. Ouais. On sort tous ou personne ne sort. Il n'y en a pas un qui sort. Ouais. Et je trouve que la réaction des canonniers, j'ai vu certaines réactions en disant « oui, on a quand même voulu gagner pour lui ». J'en ai rien à foutre, tu gagnes. Le basket, c'est pas le plus important dans la vie. L'important, c'est soutenir ton mec, ton pote, qui a vécu un truc affreux. Et pour moi, et toi, t'es content parce que t'as gagné un match. Et qui est pas d'un... Je vais rajouter à ce que tu viens de dire. Dans la chronologie des événements, c'est pas Loïc directement qui l'entend de manière claire, parce que lui, il est sur une situation où il se jette sur le ballon, il retombe sur un adversaire. Un coéquipier vient le rapporter. En fait, il y a son coéquipier. Et ça va pas plus loin en termes de. Regarde, Sylvain. Il y a son coéquipier qui se précipite. Alors déjà, bon geste de son coéquipier, il se précipite pour le relever. Ouais. Le moment où Loïc se relève, lui, il est dans l'élan, de se faire relever. Il est aussi en train de, on va dire, reprendre un peu ses esprits. Il vient de percuter un mec, il est au sol. Il entend des mots, mais c'est son coéquipier qui s'arrête et qui fait « T'as dit quoi là ?» Et le mec vient t'insulter de singe. Donc en gros, le coéquipier qui lui est au courant de ce qui se passe, voit Loïc partir et il le laisse partir. Donc c'est là où je rejoins Fred complètement, c'est-à-dire qu'il y a un manque, parce que on peut pas dire que Loïc est parti tout seul, qu'il était le seul à savoir ce qui s'est passé. De toute façon, la réaction de Loïc était une réaction positive, mais pas forcément suivie par ses coups. C'est ce que je dis, il ne faut pas mal entendre. Donc quand je dis on parle d'intelligence, il a été très intelligent parce qu'il a eu ce self-control, et c'est ça qu'on nous demande en tant que professionnel. Mais derrière ça, je suis d'accord avec le fait que ton coéquipier se fait insulter et que personne ne bouge. Mais c'est-à-dire que moi-même, l'équipe adverse, j'aurais joué contre Loïc et j'avais entendu ça. You have to stand up. Tu dois te lever et tu dois être... Et c'est comme ça, c'est collectivement. L'arbitre prend une décision. Je termine rapidement. L'arbitre prend une décision. Il vire le mec.
tu continues le match. Oui. T'as rien à faire, parce qu'encore une fois, t'es un professionnel, tu dois faire ton taf. Mais tu dois faire ton L'arbitre fait rien, c'est ton équipe C'est qui ton part. équipe qui fait. Mais tu dois rester sur le terrain parce que c'est pas toi qui a un problème, c'est pas toi qui a créé le problème. Toi, tu dois rester sur le Très terrain. bien. Juste pour revenir sur le communiqué de l'Union des basketteurs professionnels, la SNB, suite aux propos tenus par un spectateur à l'égard d'un joueur de NM2 lors du match Charleville-Mézières-Metz, le SNB demande que la lumière soit faite sur cette affaire et que des sanctions appropriées soient prises. Voilà, donc une affaire est en cours et une information, on va dire, disciplinaire aussi mandaté par la FFVB est également en cours. Donc on va suivre bien sûr cette affaire et puis dès qu'on aura cette conclusion, on en reparlera bien évidemment dans Hype. On va ouvrir un autre dossier dans le French Corner. On va parler d'Evan Fournier, le joueur international français d'Enix, qui était un peu dans des discussions de transfert et qui souhaite s'accrocher à son spot de joueur d'Enix et de ne pas continuer l'aventure ailleurs, comme c'est en train d'être discuté. Que pensez-vous de cette prise de position d'Evan Fournier, monsieur Weiss? Eh bien, je vais te dire un truc qui va te surprendre. Oui. Je pense que c'est une position intelligente. Une position intelligente, pourquoi? Parce que ça serait tellement facile de dire j'ai envie de partir, alors que déjà on n'est pas sûr qu'il y ait des possibilités qu'il parte. Ensuite, on est dans une période où il a montré son professionnalisme depuis le début. Ça a été compliqué. Il a travaillé, il n'a pas dit un mot. Mais il est juste dans cette attitude. Moi, je trouve que c'est plutôt très intelligent. Je ne sais pas s'il le pense ou pas. Et à mon avis, il ne le pense pas parce que lui, il veut jouer au basket, évidemment. Mais l'important, c'est d'avoir la bonne posture. Et pour moi, en termes de posture, c'est la meilleure qu'il puisse adopter. Je pense qu'il le pense, Fred. Oui, mais peu importe. Quelque part, c'est même pas important. L'important, c'est d'avoir cette posture et de montrer je suis professionnel jusqu'au bout. Je veux continuer cette aventure. Si en mode trade, c'est pas moi qui aurais demandé ce trade. Complètement. Et je trouve ça hyper Sur intelligent. ça, je te rejoins. Je pense qu'il a vraiment envie de rester à New York. Non seulement parce que sa femme vient d'avoir un bébé. Oui, deux fois papa. D'ailleurs, on félicite pour ça. Et toutes nos félicitations, bien sûr. Et on souhaite que le meilleur et la santé. Et donc, il est papa. Oui. Il y a une stabilité familiale à avoir. Oui. New York, il kiffe. Oui. Si t'aimes Paris, t'aimes New York. Il aime Paris, donc il aime New York. Ce qui veut dire qu'à un Moi, moment... j'aime Limoges, j'aime quoi comme ville aux États-Unis? Mais tu peux être éclectique. Limoges, Il n'y a pas d'équivalent, je crois. on va chercher. Non. On va t'amener du côté du Montana ou du Dakota, ça va le faire. Le Milwaukee. Mais Bon. t'inquiète, Juste sur Evan. dis-nous. Mais non, sur Evan, je pense qu'à un moment donné, parce que c'est un Parisien, il est à New York, il est bien, qu'il ait envie de rester C'est un vraiment. compétiteur avant aussi, non? On Non, le mais connaît. un non, peu. mais je parle de deux éléments différents. Tu as l'aspect basket et l'aspect humain. Quand il te dit qu'il a envie de rester à New York, C'est l'aspect humain. c'est humain et c'est véridique. Il n'y a aucun mensonge là-dessus. Ok. Par contre, bien entendu qu'il a envie de jouer. La notion contractuelle, peut-être, Mélissa, je sais que tu as envie de parler sur Evan. Juste la notion contractuelle d'Evan, il a signé en août 2021 un très très gros contrat avec les Knicks, c'est en provenance de Boston, 78 millions sur 4 ans. Donc il lui reste 2 ans, si mes calculs sont bons, avec des saisons à 19,5 millions par saison. Est-ce que c'est compliqué de faire bouger un tel contrat? Il ne faut pas oublier que c'est technique. Il ne faut pas oublier que c'est technique. Il y a des choses qui ne peuvent pas se dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, on va en discuter entre nous, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde où si Evan demain il dit ça m'embête d'être dans cette situation, j'aimerais bien partir. Vous imaginez pas, c'est pas possible. C'est pas des choses qui peuvent être dites. Imagine, il reste. C'est ça. Et en fait, C'est que ici, la branche sur laquelle il est assis. Il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a des choses, c'est-à-dire que tu as un contrat, comme l'a dit Fred, et moi je suis tout à fait d'accord avec ça. On est quand même dans un milieu professionnel et pas que professionnel, c'est la NBA. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Tu peux pas déclarer comme ça parce que tu es dans une situation compliquée, je veux partir. Ça serait te mettre professionnellement dans une galère parce que vice-versa, c'est-à-dire que si tu décides de partir, on va te dire écoute, tu pars. Mais sauf que tu vas partir, il y a des choses qui vont avec. Quand tu pars, tu décides de partir, donc le contrat, tu vas le laisser. Tu pars pas avec il y a plein de choses qui sont dépendantes de ça. Donc, à un moment donné, oui, il va le dire. Le contrat, tu ne le laisses mais... pas. Le non, contrat, il est garanti. Oui, c'est juste que tu emmènes ton contrat avec toi. Donc, c'est ça. C'est que quelqu'un doit te racheter. Doit assumer ton contrat. Ton contrat, tu ne le paies pas, il est garanti. Non, c'est ce que je veux dire. Mais c'est qu'il y a des choses que tu peux déclarer, des choses que tu ne peux pas déclarer. Dans sa situation, il est professionnel et c'est très intelligent de sa part, entre guillemets, c'est se dire que moi, je suis là, j'ai un contrat, je suis disponible. Si vous voulez me faire jouer, je joue. Mais après, il ne faut pas oublier, on peut parler d'aspect humain. L'inverse se justifie aussi, Mélissa. L'inverse se justifie aussi. Un joueur, il peut tout à fait sortir en disant moi, je suis pas là pour perdre mon temps. Vous m'avez recruté. Je suis un mec avec un statut. Sauf que c'est pas. C'est un mec avec un statut. Alors, la déclat d'Evan, je l'ai. Mmh. Comme ça, on pourra ne pas paraphraser, mais analyser vraiment ses propos. Je suis dans mon prime, je veux jouer. Ce n'est pas comme si j'avais oublié comment jouer au basket. L'année dernière, j'avais un rôle différent et j'ai réussi à battre un record de franchise qui tenait depuis
30 ans. Donc, je vais trouver un moyen de m'adapter à n'importe quelle situation. Voilà. Donc ça, c'était Evan le 23 janvier. Non mais Sylvain, je vais vraiment pas faire long, mais un mec, il a tout aussi le droit de prendre l'option B. Lui, il a pris l'option A. Je reste pro, je reste dans le projet, je maintiens mon Parce que c'est engagement. smart. En fait, il choisit la solution La smart, de ne pas aller au smart. clash. Mais oui. Voilà, mais Il faut par pas. contre, l'option B est tout aussi légitime. Hein, parce que l'option B, s'il n'est pas père de famille avec 2 enfants et qu'il a un contrat à 20 millions de dollars l'année, que c'est un mec qui sort, qui a été recruté en grande pompe, faut pas oublier non plus que c'était un mec, quand il est arrivé au Knicks, c'était gros recrutement. On est en train de parler d'un passé. Là, on est en train de parler des d'un passé, c'était il y a 1 an et demi, les C'est pas amis. toutes les équipes qui sont en train de taper à la porte. Le game change. Les positions changent Le rapidement, game change. attention, hein. Donc il a tout à fait le droit. Le statut que tu as eu avant, c'est pas mais je dis pas le contraire. Donc les offres que tu vas avoir aujourd'hui ne seront pas les mêmes qu'hier. Mais je ne dis, Donc, mais il faut c'est pas une dire histoire parce que d'offre. Son ça- contrat, il a 4 ans, il est garanti. Donc l'offre, elle est déjà garantie. Elle est C'est pas ça le peut-être problème. Et une question, c'est un qualifie l'émission ou comment ça se passe? Ça commence. C'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, l'option A n'est pas la seule option légitime. Il aurait très bien pu choisir l'option B et on aurait pu la On n'a pas défendre dit tout autant. l'option légitime, on a dit l'option intelligente. Intelligence, on a Ça n'a parlé. rien à là, voir. Ça n'aurait pas c'est manqué être smart. d'intelligence de choisir l'option B non plus. C'était parti en clash. Alors, Et monsieur, c'est beaucoup alors, moins Ça aurait été un intelligent. peu bête, ouais, carrément. Je comprends qu'il y a le faire, plusieurs c'est pas options un homme de pour faire. Evan, mais lui, apparemment, l'option A lui va. Qui est très très bien. Rester au Il y a Knicks aucun et problème avec stabiliser ça. aussi sa famille. Je tenais simplement à mettre en avant que l'option B existait et qu'elle n'était pas bête. C'était pas une option qui aurait été très. Mais aujourd'hui, Peut-être qu'il a considéré avec les 2 saisons qu'il vient de vivre, je suis Non, mais désolé, il Evan a- n'est il pas a en fait- position de se dire, écoutez il a les fait gars, un je choix Un veux gars, me une fille, prendre ailleurs. correspond. un gars, une fille, je reprends la gonfle. Il a fait un choix qui lui Chouchou et correspond. Loulou. Je suis Loulou, je reprends la gonfle. On va en reparler de ce cas. Et effectivement, si Evan bouge, peut-être qu'on aura aussi l'opportunité d'analyser sa nouvelle situation et puis de savoir dans quel objectif de fin de saison il se situe. Evan Fournier, on a commencé à débattre. On va continuer à débattre dans le d'accord, pas d'accord. Allez, dans le d'accord, pas d'accord, on va parler Euroleague, puisque le PDG de l'Euroleague, qui s'appelle Marshall Glickman, c'est... Le nouveau shérif de l'Euroleague. quoi. Exactement, Marshall, quoi. exactement. Merci, monsieur. Il est fort, hein, il est très très fort. Il est fort dans la traduction. Donc le nouveau shérif de l'Euroleague s'est exprimé un peu sur les perspectives d'évolution de sa ligue et il essaye un petit peu d'aller vers un modèle qu'on connaît bien ici, le modèle NBA. On va se poser la question de savoir si c'est une bonne chose ou pas, mais avant ça, on va surtout écouter ce bon vieux shérif et on en discute ensemble. I want this to be a players' league. I mean, one of the issues is it a players' league or is it a coaches' league? In my view, the players are the stars. The players need to be put forward. By giving them the freedom to use their social media platforms, giving them the freedom to use their voice, by taking our digital content and all forms of our content and putting the players out there more. I think people are interested in our players in terms of their lives and our players as people, not only as basketball players. And I think that's part of the secret of the NBA is that the players are relatable, whether it's through fashion, whether it's through fitness, whether it's through health and nutrition, whether it's through causes that they care about. A lot of our players have really begun to use their voices and use their platforms, I think, in generally positive ways. And I think the more we can find different ways through our players to relate to people instead of just basketball fans, I think that's to our advantage. Voilà, c'était Marshall Glickman, le shérif, le big boss de l'Euroleague. On va se poser cette question tout de suite ensemble. Pour se vendre, l'Euroleague doit-elle copier le modèle américain ? Et on va y répondre même d'ailleurs, parce que mon lancement est un peu foiré. Donc pour Marshall, justement, il pense justement qu'il faut copier le modèle américain. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Moi, je suis pas vraiment d'accord. T'es pas d'accord ? Je penche plutôt vers le d'accord. D'accord, ok. Eh ben, on va se caler sur un duel ensemble. Ça va ? Fred, tu commences ? Oui, si j'ai le choix, Allez, je commence. c'est parti. Je suis pour l'équilibre des forces, et je pense que c'est important de trouver un équilibre dans tout. Faire une ligue de joueurs, pour moi, c'est un vrai danger quand on voit les dérives qu'il peut y avoir en NBA, par exemple, où c'est une ligue 100% de joueurs
qui décide de tout et qui d'un seul coup décide de j'ai envie d'être transféré, je fais la grève, je suis payé et c'est un vrai bordel. Et moi je n'aime pas ça. Mais en même temps, les joueurs, comme il le dit, c'est quand même les acteurs majeurs. Donc il faut un équilibre des forces, que tout le monde y trouve son compte. Encore une fois, c'est un vœu pieux, mais tendre à la NBA, pour moi, c'est un peu dangereux. Ensuite, si on parle du modèle NBA en général, moi j'ai un problème avec ça aussi. Parce que ça risque de devenir l'Euroleague de chez Wish. On est souvent comparé avec la NBA, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes joueurs, on n'a pas le même nombre d'argent et on n'a pas la même fanbase dans l'esprit et dans le monde. Donc pour moi, c'est un vrai danger de se mettre en concurrence directe avec la NBA parce qu'on serait ringardisé tout de suite. Ok, bon, bah ça c'est clair. On va donner la main à Angelo qui semble plutôt d'accord avec cette perspective d'évolution qui amènerait les deux plateformes à être similaires. En fait, moi je suis plutôt d'accord, pas sur ce dont a parlé Fred, que je rejoins à ce niveau-là. Je ne veux pas qu'il y ait la dérive d'une ligue qui n'appartienne qu'aux joueurs. Moi je suis d'accord dans la perspective de développer le basket européen et d'essayer de faire grandir son aura mondiale et sa présence digitale, son marketing, la mise en avant des joueurs et tout ça, de la même manière que le fait la NBA. C'est sur ça que moi je suis d'accord avec lui, dans cette philosophie de faire grandir le produit. Par contre, que ce soit une ligue de joueurs, ce n'est pas adapté ni à la culture européenne, ni au format du jeu. Pratiqué en Europe comparé à la NBA, ça voudrait dire que le seul et unique moyen pour que ce soit vraiment le cas, c'est d'uniformiser les règles, les matchs et toutes ces subtilités qui pourraient permettre d'avoir un produit similaire. Mais quoi qu'il arrive, le modèle économique européen n'est pas identique au modèle français. Mais il faut qu'on tende vers ce qui se fait de meilleur. Donc forcément, je suis d'accord avec cette idée-là, parce qu'on ne peut pas non plus rester sur ses acquis, et il faut essayer de pousser l'enveloppe pour pallier les carences qu'on puisse avoir. Oh, buzzer beater d'Angelo Zagarakis, bravo. Avant de se positionner, Mélissa, je voudrais quand même que tu donnes peut-être un peu ton avis sur la question de manière globale. Est-ce qu'il faut tendre vers Fred et du coup garder un peu cette forme d'acquis et de ne pas donner trop de pouvoir aux joueurs, ou est-ce qu'effectivement il y a cette opportunité qu'énonce Angelo à saisir pour quand même essayer un petit peu d'amener un développement à cette ligue? Alors, dans les deux cas, je prends beaucoup de chacun de ce qu'ils ont dit. J'aime la force et l'équilibre que Fred dit, et en même temps j'aime aussi l'évolution de ce que propose Angelo. Il ne faut pas oublier que dans tout, la vie, tout est en changement. Il faut du changement, il faut s'améliorer. Mais je pense que pour s'améliorer, il ne faut pas forcément toujours chercher à vouloir copier. Parce que comme on dit, économiquement, ce n'est pas possible. En termes de basket de niveau, de fans, etc., ce n'est pas la même chose par rapport à l'Euroleague. Je peux t'arrêter tout de suite ou pas? Tu as joué en Euroleague. J'ai joué en Euroleague. Tu as joué en Euroleague. Est-ce que culturellement, il n'est pas possible de capitaliser sur les forces du basket européen pour quand même vendre un peu mieux le produit finalement? Alors moi j'ai une question à poser. Quand on parle de vendre, parce que je veux bien, c'est-à-dire qu'en termes de plateforme, on doit proposer peut-être, on peut grandir, on peut toujours faire mieux. Ça c'est toujours à se dire, c'est qu'aujourd'hui ce qu'on est en train de faire... Le storytelling de l'Euroleague, je parle, quand on parle de plateforme. Le storytelling de moi, on parle d'un truc aujourd'hui, mais moi je trouve que c'est dingue ce que Marshall nous propose, parce que déjà si on parle du fait qu'aujourd'hui l'Euroleague n'est plus entre ce que... Moi je me rappelle de l'Euroleague, pour jouer en Euroleague, il fallait mériter d'être en Euroleague. L'Euroleague, c'est déjà, il faut gagner dans ton championnat, il faut être dans les 2 premiers pour avoir un ticket. Non, c'est une licence attribuée en fonction de certains critères. En même temps, il y a une guerre avec la FIBA, et de ce point de vue-là, les champions, ils s'en foutent en fait. Bien sûr. Eux, ils veulent et c'est là la dérive qui m'inquiète. Ouais. C'est que, qu'est-ce qui va se passer? Les mecs vont sécuriser leur place en Euroleague, sauf qu'ils vont faire de plus en plus de matchs. Et qu'est-ce qui va se passer? Les championnats nationaux, ils ne vont plus exister, ils vont jouer que l'Euroleague. Et c'est la seule solution de copier le modèle américain. C'est ça. Et ça, c'est un danger. C'est un danger parce que moi, c'est ce que j'aimais par rapport aux États-Unis et qui était différent, c'est qu'à un moment donné, je pense que c'est ça. Il faut garder le système américain, il faut garder pour le système américain et le système européen qui est beau parce qu'il nous produit des joueurs, qui nous produit beaucoup de choses. Dans notre manière de jouer aujourd'hui en Europe, on n'a rien à envier, j'ai envie de dire, à la NBA. Peut-être dans tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est moyens humains, etc. Oui, mais dans la production même de joueurs de qualité, de tout ça, l'Euroleague, je suis désolé, il faut... réfléchissons c'est pas sur ça qu'on discute, mais... Mélissa Angelo, réfléchissons s'il vous plaît donner aujourd'hui aux joueurs... Sur la prise de position du PDG, et j'insiste sur le terme PDG, donc responsable d'une entreprise qui, lui, veut faire fructifier un petit peu son produit. Donc qu'on forme des joueurs... C'est une bonne idée. Voilà. Mais comment, Mais comment, sans aujourd'hui on arrivait là au système américain, on a Mike James qui est venu jouer en Euroleague.
Est-ce qu'il a eu besoin qu'entre guillemets ce système-là puisse être changé ou touché ou donner le pouvoir aux joueurs? Non. Aujourd'hui, on a Kevin Durant qui a dit que jouer en Euroleague, ça aurait été quelque chose de. C'est pas une question de vendre, mais c'est que le fait qu'il y soit, oui, on connaît aujourd'hui, c'est ce que je disais. Quand Kevin Durant est venu, il a dit ça serait intéressant de jouer en NBA. Aujourd'hui, on a qui? On a encore. Non, c'est le meneur. On a PG, on a un PG qui est venu, qui va peut-être jouer en Euroleague là. Walker. Kemba. On a Kemba Walker qui va jouer. Je veux dire, aujourd'hui, la NBA, l'Euroleague, elle commence à être connue, on va en parler, mais je pense que chercher à vouloir exactement être pareil pour attirer, je trouve que et donner le pouvoir aux joueurs. Après, il y a quand même une tendance qui est lancée depuis quelques années, c'est l'uniformisation en fait du jeu, la globalisation du jeu quand même. Il y a une tendance, mais qui va être difficilement atteignable. Le problème, en fait, c'est que pour que l'Euroleague puisse être identique au système américain, et donc cette ligue fermée dont vous parlez, c'est qu'il faut, et tu le sais très bien, que tous les plus grands... Qu'est-ce que tu recherches? C'est les marchés. Oui. Donc tu cherches quoi? Les paris, les capitales européennes, les grandes villes, tout ce qui va être sexy, vendeur, qui va avoir aussi un potentiel marketing intéressant. Parce que tu vois, une petite bourgade... Une bonne chose ou pas pour le basket? Alors, pour la globalisation... C'est bien, mais un danger. Pour moi, c'est un danger. C'est un énorme danger. La structuration du basket européen, c'est très compliqué parce que ça serait encore une fois un système les financements où il n'y a pas de montée-descente. Ça peut générer d'autres sources de financement. C'est quoi notre appréhension du financement? C'est quoi ton intérêt si tu peux jamais atterrir dans les meilleurs championnats, si tu peux jamais jouer contre les meilleurs? C'est quoi l'intérêt pour le reste de ton championnat? C'est ça, pourquoi tu joues? C'est quoi l'intérêt pour le basket en général? C'est ça, pourquoi tu joues? Oui, pour l'élite, c'est magnifique. Mais pour le reste, cite-moi un niveau de jeu en NBA, aux États-Unis, mis à part la NBA. Et pareil, la NBA, t'as des franchises qui ne vont jamais descendre, qui ne vont jamais monter. Mais tu crées une élite quand même. Tu crées une ligue de développement, et les autres, ils font quoi? Ils vont jouer en Europe. C'est ça. Oui, mais attendez, alors qu'ici, il y a est-ce que vous savez pour essayer le basket, ça? Pour moi, non, mais attendez. Angelo, pour conclure. Attendez, parce que les États-Unis, tu as tout le système universitaire américain qui te fournit soit la relève en NBA, et les infrastructures et le niveau de jeu en NCAA. Le système américain, attention, hein, oui. En termes universitaires, ils sont en train de signer sur le fait qu'ils ne soient plus obligés de passer par l'université. Alors déjà, ils avaient une année obligatoire, minimum. Mais ça concerne combien de gamins, les amis? C'est pas énormément. Tu sais combien de gamins passent par la case universitaire en comparaison aux quelques rares qui peuvent aller en NBA? Et donc après, ils font quoi? Non, mais déjà, tu as 4 années où tu es dans cette question, ils font quoi après? Le reste, ils font quoi? Les meilleurs d'entre eux vont soit en NBA, soit en Europe. Mais ça n'a jamais changé. Mais le système européen devrait le système européen nous permet d'avoir d'autres championnats, d'avoir d'autres... On peut permet de faire autre chose que ce que tu fais. Vous parlez que vous êtes en train d'essayer de mettre en avant que le développement de l'Euroleague... Le mot de la fin pour Angelo. Ouais, que le développement de l'Euroleague va faire disparaître les ligues domestiques. C'est pas le cas. Attention. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire que les autres ligues... C'est une opportunité, c'est un danger, c'est une dérive potentielle. Mais oui, c'est une dérive potentielle. Je l'accepte, bien sûr. Mais c'est possible. On se bat pour pouvoir avoir quelque chose. C'est-à-dire que tu te bats pour être dans un classement, tu te bats parce que ce classement-là te permet d'acquérir à certaines choses. Tu ne peux pas copier, mais tu peux t'inspirer. Exactement, s'inspirer, mais pas copier. On s'arrête là, encore une grosse discussion qu'on ne va pas finir. On en a l'habitude, mais on va continuer à débattre dans le débat de la semaine. Les thèmes hype, hein, c'est compliqué de s'arrêter. Tu veux dire que là, on fait un débat alors qu'on n'avait pas débattu jusque-là? Exactement, c'était juste un propos introductif assez long. On va discuter rivalité en NBA, puisque c'était la semaine dernière, la semaine des rivalités, impulsée un petit peu par la NBA. Quand on parle de rivalité, on connaît tous un peu le produit, sur tout ce qui s'est passé dans les années 70, 80, 90, 2000. Quand on évoque ce mot rivalité, Fred, ça te fait penser à quoi? Bulls Pistons, par exemple. Okay. Boston Los Angeles, par exemple. Un peu, à moindre échelle, Golden State Cleveland. Plus récent. Plus récent, à moindre échelle. Mais quand je pense à une rivalité, je pense surtout à des gens qui vont très très loin, qui s'affrontent toujours pour soit gagner un titre, soit aller en finale. Donc ça va très très loin, ça joue. Enfin, voilà, c'est des matchs importants. Sinon, il n'y a pas de rivalité qui se crée. Et quand même. On va juste jouer contre une équipe. Non, c'est pas ça. C'est que historiquement, tu as eu quand même une rivalité Cavs-Bulls, qui était à sens unique, mais tu avais les Knicks contre les Bulls. Mais tu viens de le dire. Tu as une dynamique. Oui, mais c'est à sens unique. Quand c'est à sens unique, c'est pas une rivalité. Alors oui et non, dans le sens où quand même. Oui et non, dans le sens où il y a une domination, mais tu as toujours... le storytelling de la domination aussi, quand même. Et puis tu as surtout cette opposition des divisions. C'est une tristesse. Ouais, mais en NBA, c'est comme... imagine que j'aime bien Memphis, Golden State.
Je trouve que c'est on va aller sur l'actu, restons sur l'histoire. T'as les Lakers contre Sacramento. Sacramento n'a jamais réussi à battre les Lakers, mais c'est quand même une rivalité qui mérite d'être mentionnée, tu vois. Franchement, je suis fan des Lakers. Sacramento, pour moi, ils n'ont jamais été leur rival. Les Lakers, on va parler. Ils ont été. Les Lakers Celtics, si vous dites les Lakers Celtics, monsieur Zakakis. Les Lakers Celtics, allons sur cette rivalité quand même historique. Vous voyez le panneau qui s'affiche, 17 titres chacun. Ils se sont rencontrés 12 fois en finale quand même, les deux équipes. Et pour moi, c'est la plus grande qui existe. Un bilan de 9 pour les Celtics de Bill Russell à l'époque, contre 3 pour les Lakers. Est-ce que justement c'est l'une des plus grandes rivalités de l'histoire de l'NBA? Il n'y a pas à en parler, il n'y a pas à remettre en question. Pourquoi? Parce qu'ils sont affrontés en finale. Parce que c'est quand ça compte. C'est la Bird contre Magic. Donc les affrontements en finale de conférence, demi-finale de conférence. Finale de conférence, oui, parce que ça te permet d'aller en finale. Donc forcément, oui, c'est un vrai. Parce que tu vas passer pour pouvoir aller de l'autre côté. Le Detroit Pistons, Bulls de Chicago, 88, 89. Ça fait partie parce que finale de conf, ou en tout cas ça te permet d'avancer. Bien sûr. Le vainqueur était champion en général. Et au-delà de ça, Angelo, au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est les Pistons contre les Bulls, c'est au-delà de ça, c'est en termes même de jeu. Et on a mis un système contre Jordan carrément pour l'empêcher. Les Jordan non, mais juste avant, tu as eu Celtics Pistons aussi. Parce que pendant 4 ans, les Pistons et les Celtics devaient s'annihiler mutuellement. Philadelphie aussi, avec Julius Erving. Oui, tu l'as eu mais tu l'as eu un petit peu moins. C'est-à-dire que tu l'as eu de par le fait que c'est des légendes qui s'affrontaient. Mais c'était moins récurrent. En 83. Non, mais c'était moins récurrent. Si tu regardes vraiment sur sur les brackets, je sais pas comment on dit en français, excusez-moi, mais sur les braquets. Les braquets. Mais dans le chemin pour arriver jusqu'en finale NBA, les Celtics et les Pistons étaient toujours sur la route des autres équipes. Et de leur route respective. Okay. C'est pour ça que tu avais soit les Pistons, soit les Celtics qui étaient en finale pour aller matcher contre les Lakers. Et donc, c'est une sorte de triangle infernal où c'est une triple rivalité. Les rivalités avec Reggie Miller à l'époque, c'était pas. Alors, moi, je voudrais aller, avant de parler peut-être de cette rivalité, de Détroit face aux Lakers. Ils se sont rencontrés en finale NBA, ces deux équipes-là. Il y a eu 88-89 et il y a eu 2004. 2004 avec Kobe, Shaq, etc. Mais 88-89, il y a donc Isaiah Thomas face à Magic Johnson, deux meneurs légendaires. 17 titres pour les Lakers, on l'a dit, 3 pour les Pistons. Et par contre, en finale NBA, les Pistons mènent face aux Lakers. Non, mais le problème, c'est la fréquence. C'est-à-dire que je rejoins complètement ce que dit Fred dans l'absolu. Mais alors, ça veut dire que techniquement, on a difficilement des rivalités parce que c'est dans le volume que se crée une rivalité. Bah oui. Tu parles de ouais, mais ça devient difficile dans le temps. Mais c'est difficile, mais c'est vrai. C'est-à-dire que ça sera ou toi ou nous. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se rencontrer par rapport aux performances. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu gagnes et tu vas forcément jouer cette... Oui, mais alors regardez, moi je peux vous parler d'une des plus grandes rivalités de l'histoire du sport américain. C'est Oregon State-Oregon. C'est une des rivalités qui a été le plus jouée dans l'histoire de tous les sports collectifs américains. Qui s'appelle d'ailleurs, qui a été renommée, c'est une appellation officielle, la guerre civile, the Civil War. Oh là, ils vont là. Non, mais c'est l'appellation officielle, c'est-à-dire que c'est même protégé. C'est déposé, etc. C'est déposé et tout ça. Donc, c'est-à-dire que c'est une appellation officielle. Donc, ça, c'est une des plus grandes rivalités. Tu vas voir Duke, North Carolina. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la même conférence, parce qu'ils se jouent tous les ans. C'est pour ça, c'est la fréquence aussi qui dicte de la rivalité. Parce que si tu n'as pas cette fréquence. Oui, mais la fréquence au niveau, pas avec une différence de niveau. C'est-à-dire que quand tu sais pas. niveau, ça sera ou vous ou nous. Exactement. Parce que tu es obligé de passer par eux parce qu'ils ont le même niveau que toi. Et c'est pour ça. Plus faible que toi, c'est pas une rivalité. Oui, mais c'est pour ça que... Allons sur l'actualité, s'il vous plaît. La NBA, donc on le disait, c'était la Rivalry Week la semaine dernière. Donc des équipes étaient opposées. On a vu les Lakers face aux Celtics. On a vu aussi les Warriors face à Memphis Grizzlies. Dans la NBA d'aujourd'hui. Dans la NBA d'aujourd'hui, honnêtement, où sont les rivalités et est-ce qu'il existe des rivalités selon vous? Honnêtement, moi, personnellement, désolé, j'ai dû tuer le micro. Je suis désolé. Honnêtement, je trouve qu'il n'y a plus de rivalité aujourd'hui. Aujourd'hui, je trouve que c'est on joue un classement, entre guillemets, on se place pour plus ou moins jouer une équipe ou telle pour pouvoir passer un certain tour. Après, tu vas jouer des équipes, mais la rivalité dont on parlait aujourd'hui... Plus du tout, ou il y en a peut-être qui émerge un peu? Qui émerge, on a le Memphis contre les Warriors. Ouais. Mais après, en termes de rivalité en soi, si on regarde comme ça la NBA aujourd'hui, il ne faut pas se mentir. La plupart des matchs, des débuts de matchs en début de saison, on ne les regarde pas. Les matchs se jouent, tu peux gagner, tu peux perdre. C'est ce que je dis. Après, ça arrive entre guillemets en termes de calcul, de classement, de savoir où on se positionne pour jouer les playoffs, etc. Qui se retrouvent Boston Nets, peut-être, non ou pas? Non, 4-3, honnêtement, pour moi, je trouve qu'il y a plus de conf. Et balayé l'année dernière. Moi, je reste sur la récurrence. La récurrence ou la folie. C'est-à-dire que là, quand on parle de Golden State, on parle des
des anciens, des vieux, tu vois. Et quand tu joues contre Memphis, qui est un peu l'équipe hype, qui a envie de montrer à tout le monde, bah, eux, ils se disent, on va se mettre en rivalité avec eux, parce que nous, on est les jeunes, on veut prendre leur place, etc. Mais c'est et pas donc, ça crée, mais elle est en train de se créer doucement. Ouais. Mais pour l'instant, elle n'existe pas. Pas de Un petit rivalité. peu, pas énormément, quoi. La dernière rivalité qu'on peut peut-être essayer de mentionner ici, c'est celle qui opposait les Warriors aux Cavs, 4 fois présents en finale. Est-ce qu'on peut déjà dater de la dernière rivalité en NBA? Est-ce qu'on peut aussi parler, parce que quand on parle de rivalité, on oublie que cette notion à l'époque, on l'avait pourquoi? Parce qu'on avait des joueurs qui restaient pendant 10 ans dans une équipe. C'est vrai. C'était une équipe qui était. Oui, qui incarnait l'équipe. C'était ça, c'était une incarnation. C'est-à-dire que tu avais des joueurs qui étaient là, tu en as peut-être un ou deux qui. On n'a plus ça. On a des joueurs qui changent chaque année, on a des joueurs qui sont tradés en plein milieu de la saison. Avant, c'était une appartenance. Ton équipe, ton maillot, ça représentait, entre guillemets, l'identité. Les gars, ils étaient ensemble pendant quoi? 5 ans, 4 ans. Ils savaient comment jouer ensemble. Donc on savait qu'est-ce qu'il fallait changer, qu'est-ce qu'il fallait modifier pour aller essayer de taper cette équipe. Aujourd'hui, ça change toutes les 2 secondes. Tu n'as plus, entre guillemets, une identité, tu n'as plus une appartenance qui fait en sorte qu'il y a une grosse rivalité. Aujourd'hui, LeBron, il peut aller jouer avec les Clippers et demain, on peut retrouver Paul George à LA. C'est vrai que ça détruit l'identité des rivalités. Le problème, c'est quoi? C'est il faut regarder quelles sont les équipes du plus haut niveau et qui doivent-elles battre pour atteindre les finales ou autres. Et donc, tu parles de Golden State. Chaque année, c'est un adversaire différent pour l'instant. Et tu regardes les dernières finales NBA, tu as eu les Raptors à l'Est, et les Raptors sont passés par... Voilà. Tu as eu Milwaukee qui, derrière, ne confirme pas. Il n'y a pas une hiérarchie vraiment établie pour construire une histoire autour de ces rivalités. Avec tous ces mouvements de joueurs... Mais encore une fois, c'est la récurrence des c'est une matchs tendance ou de très haut niveau. Donc, tu reviens sur ce que je disais. Non, parce que toi, tu parles de la récurrence des matchs en général. Moi, je te parle de matchs de très Non, haut pas des niveau. matchs, juste en général. Je ne te parle pas des matchs de saison régulière, on s'en fout de la saison régulière. Oui, exactement. Non, on parle vraiment du même truc. Ouais, on parle de la récurrence, la fréquence à laquelle les équipes se confrontent quand ça compte le plus, quand c'est vraiment... la dernière en date... Angelo, on dit ça depuis le début, avec mes... Oui, mais j'insiste sur la fréquence. Donc la dernière en date sur la fréquence... Angelo? Ce serait pour moi Warriors, la seule qui serait valable Cleveland. ce serait Warriors-Cleveland, la seule qui serait valable. Mais pour moi, c'est même pas vraiment une... Tu es obligé de la mentionner parce qu'il y a cette rencontre en finale. Et s'il n'y a pas le critère comeback, de niveau, le critère de récurrence, le critère de joueur emblématique. Si Draymond Green ne se fait pas expulser, les Cavs ne reviennent jamais, ne gagnent pas leur titre et tu peux même pas... Non, mais on a quand même 3 critères. La récurrence, le haut niveau, les joueurs emblématiques. LeBron est un homme de Cleveland. Steph est drafté par les Warriors. On essaye de la créer comme étant une vraie rivalité. Pour moi, on essaye d'appuyer sur le storytelling. Il y a quand même plusieurs finales qui sont Non, ça l'a été quand même. C'est ce que je dis, c'est le seul aspect pour moi qui en fait. Mais dans l'absolu, dans la vraie... Parce que les rivalités... Ça ne ressemble pas aux rivalités d'antan. On est bien d'accord. Voilà. Bon, c'était le mot de la fin, on a bien compris. On va continuer d'ailleurs à discuter basket, et peut-être pas rivalité, mais d'un joueur et d'une franchise qui vont beaucoup mieux. Les Nets de Brooklyn sont dans le focus de la semaine. Allez, il nous reste quelques minutes pour parler des Nets de Brooklyn qui vont beaucoup mieux. 4e à l'Est au moment où on se parle. Changement de coach, puisque Steve Nash a démarré la saison, débarqué en cours de saison et remplacé par son assistant Jack Vaughn. On va se poser la question de savoir quelles sont les raisons de ce retour en grâce. Kyrie flambe. Kevin Durant est blessé, mais ça n'a pas l'air de déranger les performances collectives de l'équipe. Est-ce que c'est Kyrie? Est-ce que c'est l'osmose mis en place par le nouveau coach? Dites-moi tout. Nick Claxton. Quand je pense au renouveau de cette équipe, c'est Nick Claxton qui fait des performances assez incroyables sur les quelques matchs qui sont arrivés là. On savait que c'était un joueur de devenir, qui avait un gros potentiel, etc. On ne s'attendait pas forcément à ce qu'il soit aussi performant, en tout cas personnellement. Et je me rappelle de ces mots quand Kevin Durant s'est blessé. Il a dit il va falloir que chacun de nous augmente son niveau de jeu. J'ai l'impression qu'il l'a fait. J'ai l'impression qu'il l'a vraiment fait. Après, il n'y a pas que ça. Il ne faut pas oublier que Kyrie Irving, c'est un joueur fantastique. Je me répète quand il ne parle pas. Parce qu'il dit beaucoup de conneries, mais sur le terrain, c'est incroyable. Enfin, je pense qu'on ne se rend pas compte de la qualité de ce joueur, tellement il dit des bêtises, que ça fout un peu notre image de lui. Perception du joueur, mais ce joueur est juste incroyable. Et puis, à côté, j'ai noté deux, trois trucs sur des joueurs qui performent. Royce O'Neal qui monte un petit peu, Seth Curry qui est toujours un petit peu un danger sur le shoot, ça joue mieux. Le coach a fait un gros travail aussi pour recadrer un petit peu de cohésion, recadrer tout le monde.
même pas timide. Ce dernier match, il a mis des points. On pensait qu'il allait jouer avec un déambulateur et finalement, il est pas si mal que ça. Il est encore là, l'Australien. C'est Jack Vaughn. Jack Vaughn, le coach. Bien sûr. Ok. Bien sûr, parce que pour Toi, moi... tu respectes pas les big men. Nick Claxton. Dis qu'un big man est important. Donc c'est le coach qui aide Nick Claxton peut-être à être performant. Voilà. Il est très important et il est évidemment un des rayons de soleil de cette équipe et ça fait partie des éléments de ce renouveau. Mais pour moi, Nick Claxton, il était qui il était. C'est juste qu'à un moment donné, le coach a remis de l'ordre dans la maison. Il est arrivé, parce que les tout début de son arrivée, les mecs étaient encore un peu pas en opposition, mais ils avaient du mal à vraiment... Dans ce que tu vois, excuse-moi de te couper, mais j'ai envie que tu ailles là-dessus. Dans ce que tu vois de cette nouvelle cohésion d'équipe, est-ce que les joueurs ont accepté le discours du coach qu'ils n'acceptaient pas côté Steve Nash, ou alors c'est vraiment un réajustement tactique qui permet aux joueurs d'être meilleurs? Je pense que c'est une combinaison des deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as un coach, Jack Vaughn, qui était à l'époque de sa carrière de joueur, un joueur de l'ombre, un joueur d'équipe, et qui est un coach qu'on appelle no nonsense. Ça veut dire que lui, il n'y a pas de baliverne, il n'y a pas de vous faites ce que vous avez envie de faire. C'est on a un projet collectif, buy in, let's do this together. On doit faire les choses telles qu'on doit les faire. Ça veut dire en gros, faisons les choses ensemble et appliquons le système. En gros, c'est une traduction littérale là du coup. Mais... Bon, alors en gros et en large. Voilà. On t'embête. Mais pour moi, je pense quand même qu'il y a eu déjà une volonté de recommencer à défendre. Une fois que Jack Vaughn a mis en place ses principes défensifs, l'équipe s'est beaucoup mieux comportée défensivement. Il y a eu une volonté collective de commencer à faire des efforts qui n'étaient plus du tout faits sur la fin de Steve Nash. Le coach avait perdu toute la confiance des joueurs, les joueurs n'écoutaient plus. Mais même leur volonté d'être compétitifs. On se souvient de l'intersaison où Kevin Durant avait dit c'est moi le coach, en parlant de Steve Nash. Complètement. C'est toujours sympa ça quand on... Mais si tu veux, Jack Vaughn a une philosophie qui est, on va dire, à l'image de quelles étaient ses valeurs en tant que joueur. Et ça matche bien avec les mecs. C'est-à-dire qu'en attaque, il laisse la liberté aux deux génies fous, Durant et Kyrie, d'être eux-mêmes et de briller, de créer... De porter l'équipe. Tu as les joueurs de rôle qui, eux, se glissent dans les cases où ils doivent se glisser, mais défensivement, il y a désormais, on va dire, des principes de jeu qui sont assimilés et les mecs ont la volonté de les mettre en place parce qu'on peut avoir le meilleur coach du monde. Tu le sais très bien, Fred. Si les joueurs ne sont pas investis humainement ou n'achètent pas ce que tu leur vends, il ne se passera rien. Et donc, derrière, il y a des coachs de très grande qualité à qui on va dire, parce que Steve Nash n'est pas un mauvais coach, c'est simplement qu'à un moment donné, ça passait plus. Peut-être que même lui, il a peut-être fait quelques erreurs qui lui ont coûté, on va dire, la confiance des joueurs et autres. Avec Jack Vaughn, ils ont pris le première expérience de coach quand même de Steve Nash avec une grosse carrière de joueur, là où Jack Vaughn avait déjà eu des responsabilités, notamment à Orlando en tant que coach. Mais c'est comme à Boston, tu sais, c'est le même profil. C'est vrai. Moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est simplement que ça me fait rire aujourd'hui qu'on parle. J'attends de voir parce que si jamais ça flambe ou si jamais ça passe pas, c'est ça, je veux dire, la saison, elle est faite de haut et de bas. Aujourd'hui, pour analyser ça, je pense que c'est pas une seule personne. Je pense que quand ça se passe bien, et là je suis tout étonné parce qu'avec des grands joueurs comme là, vous n'êtes pas capable de dire ça, c'est incroyable. Mais je pense que quand ça se passe bien dans une équipe et quand on a des résultats, c'est pas une personne, c'est pas une seule chose, c'est pas un joueur. Il n'y a jamais eu de bonne équipe, ça s'est jamais bien passé. C'est pour ça qu'il n'est pas dans le truc, tu vois. Il écoute juste le coach. C'est un joueur de coach. C'est un joueur de coach. Je pense que c'est un tout. D'accord, il y a beaucoup de petites choses qui font, c'est des petits détails qui font parfois des grandes différences et je pense que c'est là-dedans, je pense qu'il puise dans beaucoup de choses et aujourd'hui c'est pas que le coach mais bien évidemment c'est un peu tout ça, c'est aussi peut-être qu'aussi psychologiquement les joueurs, tu as besoin d'un élément déclencheur. Parfois faire sauter le coach c'est un élément déclencheur en soi déjà. C'est ce que je dis, c'est vraiment lié. Un mot sur le leadership de Kyrie, on finira là-dessus, peut-être que c'est lui l'élément déclencheur, c'est-à-dire qu'il est beaucoup moins vocal hors basket, il est concentré sur son jeu et on voit que ça marche. Kyrie, comme l'a dit Fred, on oublie quel joueur c'est, ce gars-là. Il s'était oublié aussi. Peut-être, mais à dire qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu le Covid, il y a eu le fait qu'il n'a pas voulu, entre guillemets, se faire vacciner, donc il a été hors des terrains pendant un moment, il y a eu la blessure, etc. Je veux dire que Kyrie, quand il est sur le terrain et qu'il est en forme... Après, je veux dire ça, c'est extra basket et Covid, etc., tout ça, il ne faut pas oublier que Kyrie Irving, c'est Kyrie Irving. C'est quand même un joueur qui est talentueux, qui est champion c'est lui, c'est Kyrie qui fait gagner les Warriors. Quand LeBron il est sur le banc, c'est monsieur qui mène le bateau. Et comme je dirais toujours, pour moi, il méritait ce titre-là, mais il méritait surtout d'être. C'est LeBron qui fait gagner le titre aux Cavs. Ouh là là, c'est un autre débat. Calmez-vous, calmez-vous, s'il vous plaît. Ne dites pas vous. Et ne dites jamais calmez-vous parce que moi je suis d'accord avec toi.
Moi, je suis pas d'accord avec vous. Sur ça, on y reviendra, mais en tout cas, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le C'est sujet. un bon lieutenant, c'est un exceptionnel lieutenant, Kyrie Irving, et c'est LeBron. Est un grand joueur. Il est en train de le montrer. Il est en train de le montrer. Il est pas maintenant, mais il a toujours démontré. Il est encore en train de le prouver. Il est en train de revenir. On est d'accord avec ça, mais tu peux pas d'accord. dire que c'est lui qui fait gagner. Je suis les désolé, Cavs. c'est lui qui fait gagner les Allez, Cavs. on ne tient plus personne. On va conclure là-dessus. On va remercier. Vous avez pas regardé. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui regardent pas les matchs. C'est ça le problème. Ah, Vous avez pas pardon, regardé tous les matchs. excuse-nous, on n'a pas regardé. Parce que quand LeBron n'était pas là, s'il ne fait pas le taf Est-ce qu'il que fait c'est là. possible que je ne revienne plus ici? Parce que je ne peux plus les supporter. Mélissa, c'est sa première de l'année. Waouh, t'en avais gardé sous le pied. Hein. Carrément, parce que c'est pas En tout cas, on va te remercier. On va remercier Angelo, on va remercier Fred et toute la régie qui a fait encore un travail extraordinaire pour produire cette émission autour de Lucien Jahan. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle semaine hype. Ciao.